à tous, bienvenue à vous en ce début de semaine sur France 3 Bretagne. C'est votre émission Ensemble, c'est mieux. Eh bien, nous allons bien commencer justement ce lundi en faisant un zoom sur les bières régionales. Alors, c'est pas tout à fait l'heure, mais pas loin. Allez, en Bretagne, les micro-brasseries sont nombreuses. C'est même devenu au fil des années un véritable marché. Nous ferons le point avec notre expert conso Olivier Dauvert. Virginie Jourdan, vous le savez, est un collab sur les questions d'environnement. Elle sera également des nôtres et elle nous dira à quel point le sol est un allié de l'alimentation. Nous vous présenterons aussi un festival, un nouveau festival qui se tiendra le 10 août prochain à Sarzeau. La part belle, c'est son nom, est écolo et musical. Et vous le verrez avec sa créatrice, ce n'est pas incompatible. Nous évoquerons également les avantages de la médiation animale. Pour nous en parler, Claire Dorne-Corbel est psychomotricienne à Pont-l'Abbé et elle intervient dans une crèche avec 2 de ses chiens. Enfin, il sera question de la place de la famille dans la prévention de la délinquance juvénile. Ce sera le thème abordé à l'Université Rennes 2 lors des journées d'études de psychocriminologie et victimologie qui se tiendront jeudi et vendredi. Et c'est ouvert au grand public. Nous verrons cela avec Savannah Debourg, l'une des organisatrices. Voilà pour le menu de ce matin. Bienvenue à vous tous. On est en forme en ce lundi. Bonjour Olivier. Tout Bonjour va bien. Laurence. Vous êtes Parfait. bien entouré, dites donc. Parfait. Hein. Ah, ça va nous mettre On la parle des patate. bouteilles. Oui. Pas que. Vous êtes aussi entouré, et surtout Il y a pas beaucoup que. trop de femmes, je vous l'ai dit sur ce plateau. Vous êtes aussi entouré de Virginie. Bienvenue Virginie. Bonjour Laurence. Bienvenue Louise. Bonjour Laurence. Et bienvenue Catherine. Bonjour Laurence. Bon, alors parler des bières à 10h50 le matin, c'est pas un peu tôt quand même? Bah oui, et en même temps la première réaction que j'ai eue quand je voyais qu'on parlait de bière, c'était ouais, les bières régionales, génial. Deuxième réaction, c'était il va falloir encore dire avec oui. modération. C'est pour ça que je vous ai laissé le dire Oui, ici. Allez. oui. On va suffisamment le dire. Bah, on en reparlera parce qu'il faut, Bah oui. il faut. Et puis la troisième réaction, c'était aussi peut-être de l'inquiétude parce que ma première réaction était beaucoup trop enthousiaste. Voilà. Donc oui, il est tôt, c'est lundi matin. Et puis peut-être une inquiétude aussi puisque Laurent, ça fait quand même, il y a quelques jours, on parlait de vin. Je ne sais pas qui choisit les thèmes pour France 3. Je décline toute responsabilité, je tiens à le dire. C'est quelqu'un qui, en tout cas, nous lance peut-être un appel à l'aide. Peut-être. Laurence. Alors, je ne sais pas si il ou elle, on va l'appeler Dominique, ce sera plus simple, veut nous faire passer un message, mais en tout cas, sache que tu n'es pas seule. Voilà. Donc, on est là. Mais parler de modération, il le faut. Et pourquoi il le faut? Parce qu'on va parler de savoir-faire, de saveurs, de choses comme ça. Mais parler de modération, a priori, il faut le faire. Voilà, je répète tout ce lundi. Mais on ne sait pas ce que c'est la modération. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la modération? Voilà. Ça, c'est une Je suis allée excellente vérifier, question. Laurence. Alors, dites-nous. C'est quoi la modération en ce qui concerne l'alcool? Alors, on dit, et ça ce sont les médecins, j'imagine, et les organismes de santé, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, 10 verres par semaine. Maximum 10 verres par semaine et tout. Donc viens Dominique, on fait ça. Moi je le fais avec toi si tu veux. On fait ça. Maximum 2 verres par jour et maximum 10 verres cette semaine. On est lundi matin. J'espère que tu es à 0. Moi je suis à 0 pour l'instant. Donc on n'a qu'à faire ça. Et puis comme ça nous permettra d'avoir parlé de modération quand même. Et puis de parler des ingrédients, du reste. Et puis de l'économie aussi avec Olivier. Donc voilà, challenge. Allez, challenge. Et puis comme ça, on se fera le bilan en fin de semaine. Hein, on fait ça, Catherine? Oui, on fait ça. Allez, on va justement faire un zoom effectivement sur les bières régionales. Eh bien, on commence en images. Je vais prendre la ballotine de caille à la truffe sur un lit de légumes oubliés. Et pour l'accompagner? Votre meilleure bière. Et oui, en 2019, la bière, c'est chic. De mémoire d'humain, on ne sait pas si ce sont les Égyptiens ou les Chinois qui ont commencé à descendre des pintes. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a 5000 ans, les Sumériens vouaient un culte à leur déesse de la bière, nommée Ninkasi, une manière de se donner bonne conscience. Mais si les hommes sont si friands de cette boisson, c'est avant tout parce qu'elle était on ne peut plus simple à faire. Du blé, de l'orge, de l'avoine ou du maïs et de l'eau qu'on laissait fermenter. Les levures transformaient le sucre en alcool et en bulles, et pchit, ça faisait de la bière. Depuis, on a juste ajouté du houblon à la recette d'origine pour faire de la bière la reine des boissons branchées. Et sa cote de popularité ne fait que grandir. Dans tout l'Hexagone, de nouveaux brasseurs fleurissent. 70% de la bière que nous buvons est française. Cocorico. Si bien que nos producteurs de céréales et de houblon ont un peu de mal à suivre la cadence. Pourtant, au palmarès des grands consommateurs de bière, nous sommes très loin derrière les Tchèques, les Allemands ou les Autrichiens. Le Français moyen, lui, ne boit que 32 litres de bière.
Raisonnable les petits Frenchies, mais les chiffres augmentent. Alors, vous connaissez la chanson ? Avec modération. Voilà, avec modération. On va demander à Dominique de s'éloigner de sa télévision pendant quelques minutes. C'est pas un concours avec les Tchèques, Dominique. Non. On va parler du succès des bières régionales. Olivier, vous êtes là pour en attester. Elles ont envahi les rayons dans nos supermarchés, mais également chez certains cavistes. Les bières régionales, notamment bretonnes, on le vend en poupe. Vous allez dire le contraire. C'est bien plus qu'un phénomène, c'est une lame de fond qui déverse sa bière dans les rayons, donc vous l'avez dit. Vigne, ça va. Voilà. Tous les ans, il y a des dizaines et des dizaines de créations de nouvelles brasseries en France. On est aujourd'hui un peu plus de 1300 brasseries. On était à peu près 550 il y a 5 ans. C'est pour vous dire que le succès est là et qu'on a fait plus que doubler la quantité de brasseries sur la période. Certaines sont des micro-brasseries parce qu'on peut faire de la bière dans une salle de bain, c'est pas difficile. Mais néanmoins, il y a désormais plus de 1300 endroits en France où on fait de la bière. Et ça, c'est la conséquence notamment du succès des bières dites régionales. Est-ce que la Bretagne est à la base une terre de bière ? J'ai envie de poser la question. Ça l'est devenu parce que l'identité bretonne étant tellement forte et les bières reposant notamment sur une identité régionale forte, eh bien ça se marie très très bien. Je vous en parle dans un instant avec quelques exemples des bières que j'ai ici. Bon, alors comment on explique cette frénésie ? Expliquez-nous. Alors, la première explication au succès des bières, c'est que c'est un produit qui est facile à fabriquer, à la différence du vin par exemple, pour lequel il faut un terroir, on ne fait pas pousser de la vigne où on veut. En Bretagne par exemple, il y a quelques pieds de vigne dans le golfe du Morbihan, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et puis dès que vous montez dans le nord, il n'y a plus la possibilité de faire pousser de la bière. La bière, on l'a dit dans le sujet, c'est finalement que de l'eau, un peu de malt, ou même beaucoup de malt. Le malt, c'est ni plus ni moins que de la céréale qu'on a laissé germer. On rajoute un soupçon de houblon et puis un petit peu de levure, une pincée de levure, et ça fait de la bière. Donc déjà, la première explication à ce développement, c'est que c'est facile à fabriquer, beaucoup plus facile à fabriquer que du vin. La deuxième explication, c'est que vous pouvez la réinterpréter à peu près comme vous voulez, la recette de la bière. Parce que vous pouvez rajouter une pincée de ceci, une pincée de cela, ça fait une nouvelle bière. Exemple, en Bretagne, quand on fait de la bière, on va la faire par exemple avec du blé noir dedans. Et l'intérêt, c'est que ça fait une bière qui est beaucoup plus bretonne que s'il n'y avait pas du blé noir dedans. C'est un exemple parmi d'autres. Et elle est sans gluten. Et elle est sans gluten accessoirement, donc elle est totalement dans son époque. Vous pouvez aussi, par exemple, aller en Ardèche et vous allez avoir de la bière dans laquelle on a rajouté une cuillère à café, j'allais le dire comme ça, 1% à peu près dans la recette de miel de châtaignier. Eh bien ça aussi, ça vous fait une nouvelle bière. Donc la deuxième explication au développement des bières régionales, c'est que ce sont des produits qui sont très faciles à réinterpréter et que la palette des goûts, mais aussi des couleurs, est très très large. Alors on voit bien l'imagination des brasseurs est sans limite pour trouver des noms à leur bière, parfois à la frontière de la provoque, il faut quand même bien le dire. C'est aussi ce qui fait le buzz. Et oui, c'est l'une des raisons du succès des bières régionales, c'est cette audace que l'on voit dans les noms, puisqu'on peut les appeler à peu près comme on veut. Évidemment, pour les ancrer régionalement, c'est très facile. Si je vous montre la Lancelot et la Blanche Hermine, je n'ai pas besoin de vous dire davantage d'où elles viennent. Évidemment, ce sont des bières bretonnes. Et cet ancrage régional, ça tombe très bien, puisque le consommateur aujourd'hui est de plus en plus prêt, il le veut d'ailleurs, à acheter des produits locaux. Donc, ce marketing territorial est aussi l'une des raisons au succès des bières. Et puis, vous avez une deuxième tendance que j'appelle l'audace absolue. L'audace absolue, c'est de se permettre tout, sans retenue ou presque, et donc de trouver des noms qui n'ont pas forcément rapport avec la bière, mais qui vont faire le buzz et qui, lorsque c'est là sur une table, sur un apéritif par exemple, vont faire qu'on va regarder ces bières avec gourmandise, particularisme ou avec peut-être inquiétude. La cuvée des trolls, vous voyez, un troll, c'est un petit animal imaginaire, un petit monstre imaginaire qu'on voit dans la forêt. Quel rapport avec la bière ? Assez lointain, mais ça fait une bière qui sur une table est malgré tout présentable. Dans les noms un peu étonnants, la Judas. Alors, quand vous faites un apéritif, que vous invitez vos amis, c'est parfait, vous lui offrez une Judas, je suis sûr qu'il va bien apprécier que vous êtes un ami sincère à ses yeux. C'est quoi le degré d'alcool ? Parce que c'est peut-être pour ça qu'elle est traître. 8,5. Donc, effectivement, elle est relativement traître. Et puis, vous avez toute l'audace grivoise, on va l'appeler comme ça. Alors, j'ai fait soft parce que là aussi, c'est sans limite. L'imagination est débordante. Je vous ai porté la quéquette. Voilà, donc ne rigolez pas, Laurent, c'est très sérieux. Je me suis arrêté là, mais il y en a, si vous saviez, une quantité évidemment aussi large que de synonymes que l'on trouve dans un dictionnaire. Donc ça, c'est la deuxième raison, l'audace absolue dans les noms qui fait que ces bières-là font objectivement le buzz quand elles sont dans les rayons ou sur vos tables. C'est un peu comme pour le vin naturel où on a des noms pareil, très créatifs. Alors au final, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Oui, la bière est un marché qui marche très très bien. C'est même l'un des marchés qui progresse le plus aujourd'hui. Tout confondu, les Français achètent pour plus de 3 milliards d'euros de bière par an. C'est quand même pas rien. Je mets
toutes les bières. Quand je resserre le champ de l'observation aux bières dites régionales ou assimilées, j'inclus dedans les bières belges parce que les Belges, elles arrivent par camion entier. Eh bien, ces bières-là, ça représente quand même plus de 300 millions d'euros dépensés. Ça veut dire plus de 10% du marché total de la bière. Et c'est d'autant plus méritoire que ce sont des bières qui sont très chères. Une bouteille de 33 centilitres, ça vaut en général entre 2 et 3 euros. Ça veut dire que quand on le ramène au litre, ces bières-là sont 4 à 5 fois plus chères que la Kronenbourg, pour ne citer que celle-là parmi les bières les plus connues. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi ça suscite autant de convoitises et de création de brasseries, parce que tout simplement, c'est un marché qui, en plus, est extrêmement rémunérateur. Et c'est aussi la raison qui fait que ça progresse autant, parce qu'il y a une créativité forcenée, sans doute aussi par appât du gain. Bah, certainement, effectivement. Virginie, vous connaissiez toutes ces bières-là avec des noms plus improbables les uns que les autres? Je connais la Dremvel et je connais en bière régionale la Scumen, la Pommel qui est très très bonne aussi et qui est vendue cher aussi parce que les personnes sont souvent seules et pour se rémunérer correctement, parce que ce ne sont pas des grandes entreprises, donc il n'y a pas d'économie d'échelle. Donc effectivement, le litre est vendu à 5 €, voire les 75 centilitres à 5 €, mais ça permet aussi à l'entreprise d'être pérenne et de créer 1 ou 2 emplois ou 3. Donc c'est... Mais elles sont très bonnes en général. Et on peut en faire partout, c'est ça vraiment l'intérêt de la bière, qu'on soit en Bretagne, dans les Alpes, en Picardie, au fin fond du Gers, comme j'aime à le dire. Vous pouvez faire de la bière parce que le terroir importe finalement très très peu. Effectivement. Louise, vous êtes créatrice de festival, on y reviendra tout à l'heure. Vous allez avoir de la bière sur votre festival. Vous avez choisi des bières régionales? Oui, on va collaborer avec une brasserie locale. Et donc, on est vigilant aussi à tout ce qui se fait de nouveau. Et donc aussi une bière sans gluten et au blé noir pour montrer aussi le savoir-faire breton. Ce sera probablement présent sur la journée. Eh ben voilà, comme ça, impeccable. N'oublie pas de nous reverser 10% de ce qu'ils vendront quand même, parce que sinon on aura quand même travaillé pour rien, c'est dommage. Vous en faites pas, elle pensera à vous. On va retrouver tout de suite d'ailleurs Billy dans une brasserie, la brasserie Scumen en Ille-et-Vilaine. Billy, c'est à vous. Bonjour Stéphane, alors merci, tu nous accueilles aujourd'hui dans la brasserie Scumen. C'est toi qui l'as créée? Oui, tout à fait, on est deux brasseurs fondateurs à Scumen, donc il y a moi et donc Thomas, mon associé. Alors ça fait combien d'années que vous avez créé ça? Alors là maintenant ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi qu'on a démarré. Donc on a eu les premières bières qui sont sorties des cuves en décembre 2015. Nous on est installé ici donc, sur la commune d'Assigné depuis août 2015. Donc vous créez de la bière qu'on appelle régionale, une bière du coin. Est-ce qu'il y a une spécificité de la bière de Scumen par rapport à d'autres bières bretonnes ou d'autres bières en France? Il y a une spécificité, oui. On est en fait sur des bières bio, donc avec lesquelles on essaie de travailler des ingrédients locaux. D'accord. Ça c'est une chose. Après sur le côté, on va dire, gustatif, on essaye en effet de faire des expérimentations qui nous intéressent. Alors on n'est pas les seuls à travailler sur des bières plus houblonnées, un peu plus amères. On essaye vraiment de mettre en avant le côté goûté du produit. Mais voilà, on est sur cette démarche-là de créativité, on va dire. Donc tous les céréales que vous avez, c'est des céréales, c'est ça qu'on met pour faire de la bière? Alors pour tout ce qui va être malt, oui, tout à fait. On a du malt d'orge, du malt de blé, on a du seigle aussi. D'accord. Tout ça vient du coin? Alors l'ingrédient principal qui est le malt qui sort de son installation ne sont pas énormes. Justement, parlant de volume, vous sortez combien de bières ici? Il y a combien de types de bières différents et combien de litres par an? Ouais, alors nous on a commencé tout de suite avec une gamme de 4 bières permanentes. D'accord. Tant que faire se peut, on essaye d'avoir donc une Pale Ale, une Amber Ale, une Wheat IPA, une IPA au seigle. Ça c'est quoi? C'est les noms ou c'est des... C'est les types de bières en fait. Ah, donc, okay. C'est-à-dire une blonde, une ambrée, une blanche houblonnée, on va dire, donc un peu plus amère, et une blonde au seigle, donc typée IPA. Donc ça c'est un type de ale en fait qui va être plus houblonné, légèrement plus amer aussi. C'est très technique, ça. Il faut connaître pour la bière, j'ai l'impression qu'il faut savoir tous les petits trucs pour faire une bonne petite bière. Alors, disons qu'on essaie de s'adresser à la fois aux gens qui connaissent déjà la bière et qui sont à la recherche justement de ces brassins un peu spécifiques. Du coup, ça représente combien en quantité toutes ces bières? Alors nous, on a brassé sur 2018 1500 hectolitres de bière. D'accord. 1500 voilà. hectolitres, honnêtement, moi ça me parle pas du tout. Ça représente combien de petites binous, combien de petites bières? Alors ça représenterait un peu plus de 450 000 bouteilles 33 centilitres. Maintenant, alors ça fait beaucoup de bouteilles. Maintenant, on a aussi une bonne partie de la bière qui est conditionnée en fût, justement pour les bars.
Et en C'est plus bouteille, pratique, 75 hein. centilitres. Ouais. Et où est-ce qu'on peut trouver votre bière? Ici directement à la brasserie ou vous vendez un petit peu Donc ailleurs? on vend un petit peu en vente directe ici, ouais, en magasin d'usine, on va dire. Alors, on est ouvert sur des plages horaires assez restreintes, le vendredi après-midi et le samedi après-midi. Et puis sinon, on travaille beaucoup avec les professionnels, donc bars, restaurants essentiellement, mais aussi tout ce qui va être épicerie fine, magasin bio, pour ce réseau Biocop autour de Rennes, mais aussi sur Vannes, sur Saint-Brieuc et un petit peu ailleurs. Et j'ai oublié de demander, Skumen, ça veut dire quoi? Alors Skumen, ça veut dire écume en breton. Écume en breton. Ouais, tout à fait. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va découvrir tes petites bières et puis à bientôt alors. Merci. Bonne dégustation, Billy, vous nous en gardez quand même, on a envie de goûter. Hein. Allez, voilà donc un exemple de l'une de ces brasseries régionales. On a parlé de la diversité des bières, c'est intéressant, on parlait de la IPA ou IPA. Ça, c'est une grosse tendance également dans le marché actuel. Hein. Oui, c'est des bières qui sont plus houblonnées et l'intérêt de la bière, c'est que ça permet de pousser les goûts possibles beaucoup plus larges que sur le vin parce que le vin est codifié. La bière, c'est un monde libéré, j'allais dire. Donc, après tout, si le client est demandeur de goûts différents, on peut les faire. Alors qu'en matière de vin, on est contraint par une réglementation, notamment sur les appellations. C'est ça, oui, effectivement. Oui, puis sur le houblon aussi, sur l'IPA, c'était les fameuses bières qui arrivaient d'Angleterre et on mettait beaucoup de houblon pour que ça puisse tenir pendant tout le trajet. Et j'avais rencontré un jeune homme qui, à Saint-Ouen-la-Rouerie, justement, a monté une microbrasserie. Alors lui, il a testé plein de houblons différents de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et il en trouvait certains qui donnaient un goût plutôt de kiwi à la bière, d'autres de cerise. Donc il fait énormément d'essais aussi pour trouver les saveurs qu'il souhaite donner à sa bière. C'est un monde d'inventivité, c'est le retour de l'imagination. C'est super, c'est un beau mouvement. Et c'est peut-être le retour de la consigne aussi, quand on voit toutes ces bouteilles, et puis localement en plus, qui sont produites, il y a peut-être moyen de... Ça vient, je crois. C'est dans les tuyaux, le retour de la consigne. Le retour de la consigne. Oui, je vais le noter comme une tendance alors. D'accord. Peut-être, Okay, le retour de la consigne. Je vous promets d'enquêter là-dessus. Oui. Allez, on va parler avec vous, Virginie, du sol aujourd'hui. Le sol, un allié de l'alimentation. Quel est son impact sur notre alimentation ? Alors l'impact du sol sur l'alimentation, alors on parlait tout à l'heure de la bière, par exemple pour l'orge, c'est l'orge qui va donner le malt derrière avec lequel l'orge brassicole, autant qu'il ait un sol qui soit en bonne santé pour pouvoir pousser de la meilleure manière qui soit et puis pouvoir vraiment donner tout ce qu'il a à donner pour produire de l'alimentation. Le raccord avec l'actualité, c'est que le 6 juin, à côté de Rennes, à la Contrie, à Chartres de Bretagne, il y a deux personnes qui sont très très spécialisées sur la question qui s'appellent Claude et Lydia Bourguignon. Ils sont très connus dans le milieu agricole, puisqu'ils sont spécialistes de la vie microbiologique du sol et ils vont venir donner une conférence un peu sur l'intérêt de la vie du sol. C'est leur métier, ils ont un laboratoire, ils conseillent, c'est une conviction et un gagne-pain à la fois. Et donc, ce qu'ils défendent, c'est vraiment, ils avaient fait un bouquin en 2017 qui a été publié à Actes Sud, qui disait vraiment, eux, ce qui était important, c'est de dire, attention, le sol n'est absolument pas seulement un support pour l'agriculture, c'est vraiment c'est le substrat en fait des aliments qui vont pousser dessus. Donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne santé de la vie du sol. En agriculture, il y a une considération insuffisante pour le sol, qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture conventionnelle ou industrielle ou dite industrie polluante, ce qui lui a été reproché de manière agronomique, donc là on sort du débat pesticides ou quoi que ce soit, c'est d'aller juste s'occuper de la plante qui pousse et absolument pas de la vie du sol. Or c'est le sol qui, étant chargé en azote, étant chargé en minéraux, étant bien hydraté, va pouvoir permettre à la plante de sortir toutes ses capacités, et c'est aussi un sol qui est bien entretenu qui va éviter l'apparition de maladies parce que, on va réussir à le limiter parce qu'à un moment donné, on va avoir une biodiversité, on va avoir énormément d'aliments, un écosystème en fait qui fait que le sol sera mieux à même aussi de nourrir la plante qui sera elle-même mieux capable de se défendre. Alors cette approche durable, est-ce qu'elle a vraiment trouvé un ancrage justement en Bretagne? Elle a trouvé un dans le sol breton. Alors elle a été représentée, par un monsieur qui s'appelle André Pochon, pour ce qui est de la fameuse méthode Pochon. Donc c'est le système herbe pour les vaches, donc c'est-à-dire avoir des systèmes dits extensifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a énormément de prairies,
pas trop d'animaux dessus, on évite le chargement et on va avoir donc on va nourrir en fait le sol, on va le laisser un peu tranquille. Donc on va mettre du trèfle blanc à l'intérieur de l'herbe et c'est le trèfle qui est un super capteur d'azote qui va pouvoir justement fournir à l'herbe l'azote dont elle a besoin. Donc on va éviter de mettre énormément d'engrais minéraux qui ne sont pas des engrais naturels comme du compost sur le sol. Alors, cette agriculture reste malgré tout très minoritaire. Par exemple, si on prend l'agriculture biologique qui, elle, se contente, c'est déjà énorme, de ne mettre aucun produit polluant sur la terre, on est seulement à 7% des surfaces agricoles aujourd'hui en Bretagne. Ça a énormément augmenté, mais on n'en est encore que là. Enfin, il faut le dire aussi, ce n'est que 7%. Il y a aussi des systèmes dits économes en intrants. Donc, on a dit système herbe, ça peut être aussi des systèmes de porc sur paille pour l'agriculture, l'élevage porcin. Voilà. Pareil, ça reste des tendances qui sont minoritaires. Donc, il y a cet ancrage, c'est connu, est-ce que ça se développe ? Oui, ça continue de se développer, mais ça reste une agriculture minoritaire. Un impact justement sur notre alimentation, l'alimentation. Alors oui, j'avais été à la rencontre de deux professionnelles qui sont diététiciennes, donc elles traitent directement de la question de ce qu'on met dans nos assiettes. Et alors le point commun entre les deux, alors d'abord il y a donc Bénédicte Costard, une professionnelle, diététicienne, elle est installée à Bru. Elle dit voilà, il faut se tourner vers des aliments vivants. Alors ça veut dire quoi, des aliments vivants dans une assiette? Eh bien, c'est de dire c'est super. Si ce midi vous mangez de la dinde, son exemple c'est si vous mangez de la dinde, des haricots verts et du pain ce midi. Bon, très bien, vous allez avoir les lipides, les glucides, les protéines, etc. Sauf que si votre poulet a été élevé en batterie, ses muscles ne vont pas avoir beaucoup finalement de nutriments à vous donner. Si vos haricots verts, ils ont poussé dans un sol hors sol où finalement ils n'ont pas été, ils ont poussé hors sol, voilà, ils n'ont pas bénéficié d'une lumière naturelle, ils ne sont pas soumis à la saisonnalité. Et puis derrière, ils ont été surcuits et il n'y aura plus de vitamines dedans. Et puis votre pain, s'il est tout blanc, on n'aura plus la vitamine D qui est dans les céréales, etc. Donc pour elle, c'est ça, une alimentation qui n'est pas vivante, c'est une alimentation qui a été soit très transformée, soit qui, à la base, dans sa culture, ne permet pas de garder tous les nutriments. Voilà, on parle de l'alimentation qu'on avait en fait il y a 50 ans. Enfin non, il y a davantage, même maintenant, puisqu'on est en 2020, il y a 70 ans à peu près. Ça peut paraître être un gros retour en arrière. En tous les cas, ce qu'elle constate quand même dans son métier, ce sont des personnes qui viennent faire des bilans pour des gros états de fatigue, pour des problèmes de mauvaise santé. Quand on fait un bilan sanguin global, ce qui est constaté, c'est quand même la baisse de certaines vitamines, donc vitamine A, vitamine B, vitamine C, qui sont dans des aliments que l'on prend de saison, mais que l'on doit consommer assez vite aussi. On ne les garde pas 2 semaines dans son frigo. Donc, on est quand même sur de l'alimentation. Voilà, faut cuisiner soi-même. Tout ça, ça a une incidence sur l'organisation de la vie. C'est pas le tout de le dire, mais en tout cas, c'est son constat. Et de la même manière, Anne-Sophie Huchet également, qui est diététicienne, elle a recours plutôt aux produits biologiques parce que, par exemple, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est que quand elle lave un légume, elle peut le cuisiner avec ses épluchures, puisque ce sont dans les épluchures que viennent se concentrer en général, dans la peau, que viennent se concentrer tous les éléments phytosanitaires extérieurs, en pesticides, etc. Donc là, on peut les manger et c'est aussi là que sont les vitamines. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les garder. Voilà. On parlera d'ailleurs, nous aussi, de plantes comestibles mercredi. Vous voyez, donc on est tout à fait dans la même logique. Merci beaucoup. Il faut juste rappeler quand même que si on revient à l'agriculture d'il y a 50 ans, on ne nourrira pas 70 millions de Français. Parce que tout cette bien-pensance-là, il faut aussi lui mettre en face que pour remplir les assiettes, il faut quand même aussi un peu de productivité. Un minimum. Oui, mais il faut aussi changer nos habitudes alimentaires. Oui, mais il faut qu'on puisse tous manger. Et avec ce mode de production, on ne mangera pas tous. La FAO dit le contraire, mais ça, en fait, là, on rentre dans le cadre du débat. Et voilà. Mais la FAO, qui est quand même l'ONU, un organisme sérieux, dit le contraire. Voilà. Notamment en évitant le gaspillage. Voilà, donc mais effectivement, il faut tout repenser, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tout repenser, Vous savez quoi, ça me fait une super transition vers le festival dont Louise Robert est l'organisatrice. Ce sera la première édition du festival La Part Belle, Louise. Ce sera le 10 août à Sarzeau, n'est-ce pas? Justement, puisqu'on parlait, on avait ce débat qui commençait, on n'aurait jamais assez de 40 minutes pour continuer sur cette idée. Comment vous est venue l'idée de ce festival La Part Belle? Quelle est son idée? Quel est son thème? Il y a un petit peu de ce qu'on vient d'évoquer à l'instant.
l'instant. C'est vrai que je travaille dans le domaine musical depuis bientôt 10 ans. Et à mon échelle, j'avais envie aussi de changer les choses, de trouver d'autres façons de faire, non seulement dans mon métier, mais aussi de sensibiliser les publics par un projet artistique. Et donc est venue l'idée de ce projet La Part Belle qui va avoir lieu pour la première édition le 10 août prochain à Sarzeau. Et avec plusieurs contenus, ce sera pluridisciplinaire. Donc il y aura des concerts, des ateliers, conférences, expositions. Et on va aussi expérimenter des projets artistiques éco-conçus. Alors c'est ça qui est très très intéressant, c'est vraiment un festival qui se place en contre-pied par rapport à l'organisation habituelle des festivals où il faut quand même bien l'avouer, il y a beaucoup de gaspillage, les verres en plastique jetés, etc. Vous faites totalement différemment, c'est-à-dire et ça va se traduire de manière extrêmement concrète. Expliquez-nous justement comment ça peut être un festival écolo musical. Il y a déjà beaucoup de festivals qui s'investissent sur ce champ, mais c'est vrai que nous, on va se construire vraiment sur cette dynamique-là. Donc, on souhaite expérimenter sur chaque champ. Et donc, par exemple, ça peut être la billetterie. On s'est dit comment on peut faire quelque chose de différent sur la billetterie. Donc, on a sollicité Ticketic, qui est un prestataire de billetterie, qui, tous les 10 billets vendus, permet de planter un arbre sur un projet dans le monde de reforestation. Et donc, on les a contactés et en même temps, on avait pris contact avec une entreprise qui s'appelle Écotri en Bretagne, qui aussi travaille sur des projets de reforestation dans des projets un peu partout en France. Et donc, on les a mis en relation. Et donc là, sur cette première édition, tous les 10 billets vendus, il y aura un arbre qui sera planté sur un projet en Bretagne pour limiter, en fait, pour compenser notre impact, parce qu'on ne peut pas avoir zéro impact sur l'organisation d'un festival, c'est pas possible, même en tant qu'être humain, on ne peut pas. Donc voilà, en limitant, en fait, on analyse chaque poste et on trouve des alternatives. Alors l'alimentation, on imagine évidemment également, alimentation bio, des enceintes solaires. Oui, ça même pas que ça pouvait exister. Si, tout à fait. C'est donc une personne qui s'appelle, c'est Julien, qui a monté son entreprise qui s'appelle Pikip Solar Speakers et qui développe ce projet d'enceinte solaire. Et on peut le voir dans quelques festivals. Et ça se développe beaucoup aussi, puisque là, c'était plus aussi pour un format plus petit sur du DJ set. Et là, il travaille vraiment sur comment avoir une colonne droite et gauche de chaque côté de scène et du coup rendre ce projet plus accessible aussi sur des événements plus importants. Et puis alors des projections vidéo éco-conçues. Oui, expliquez-nous. Tout à fait. Là, on a fait appel à un collectif d'artistes. Donc là, c'est Paul Vivien et Tom Ebrard qui nous ont conçu un projet de projection visuelle, parce que le château de Carlevenant, c'est le lieu, qui on va tout se passer à le fait. festival qui est magnifique, qui est classé d'ailleurs au tout à fait, monument historique. Et donc voilà, sur cette façade, on va tester cette projection visuelle éco-conçue par les artistes du label Oyer. Et donc on l'a testé il y a quelques semaines. On a récupéré des vieux rétroprojecteurs, donc on avait au collège, dont on ne sait plus quoi faire. Avec les transparents. Tout là, à fait, ouais, exactement. Et donc on a récupéré ces objets. Et donc on va... Là, ce qui a été fait, c'est que via des ampoules LED, tout a été réhabilité. Et on projette avec 2 rétroprojecteurs sur la façade du château. Et effectivement, ça peut être très interactif parce que sur ces feuilles transparentes, on peut faire des dessins. Donc, on va faire des ateliers aussi sur la journée. Et donc, on pourra voir aussi ces dessins sur la façade du château. Vous avez donné envie. Alors, on va regarder justement un teaser de ce projet éco-conçu, ce projet Art Lumen.
Incroyable. Trop chouette. Ça nous a vraiment bluffé. Moi, je ferai avec une galette au blé noir, là, comme ça. On fait en récup aussi, donc oui, c'est tout à fait possible. Bah, c'est possible, il va falloir aller voir le collectif OIE. Alors, au niveau de la programmation musicale, il y a tout un tas de groupes également. Tout à fait. Alors, il va y avoir 2 concerts, notamment par le duo The Breath, qui est signé sur le label Real World Records. C'est un concert unique en France cet été. Et on va aussi proposer ce concert sur une scène éco-conçue par les scénographes de La Volumerie, qui est basée aussi en Bretagne. Et également une création inédite entre 2 projets solo, Guillaume Perret, qui est saxophoniste, et Jean Fidari, qui est notamment claviériste pour Tony Allen. Et voilà, donc il va y avoir ces 2 concerts-là. Et puis ensuite, vraiment, c'est la projection visuelle qui sera accompagnée par un artiste qui s'appelle Prixel. Et puis... ensuite, ce sera des expositions, ateliers, conférences. Alors, du coup, c'est un moment de pause que vous souhaitez vraiment comme tel, un moment où on ralentit, où on prend le temps de se poser, où on n'enchaîne pas d'habitude comme dans les festivals, on court d'un concert à l'autre. Vous ne voulez pas ça? Non, pas du tout, justement. J'ai envie qu'on prenne le temps. Si on a envie aussi de prendre un bouquin et de se poser sous un arbre et de prendre le temps pour soi et en même temps de rencontrer des gens, des producteurs locaux aussi, découvrir des produits, parce qu'on va faire aussi un pique-nique gastronomique avec un chef qui s'appelle Arnaud Domette du restaurant Le Caire Stéphanie. Où chacun est invité à emmener sa vaisselle, pas de vaisselle jetable. Alors on vient avec ses assiettes, les couverts. On en aura pour assurer quand même une partie, mais on va inviter vraiment les festivaliers et festivalières à venir avec leur vaisselle et donc un petit panier, comme quand on va à la plage en fait. Sympa. Et vous voulez aller peut-être même encore plus loin, mais pour ça vous faites un appel au financement participatif. Tout à fait. Alors dites-nous tout, c'est sur une plateforme? Oui, c'est sur la plateforme ProArtis, c'est une campagne mécénat, donc c'est déductible aussi de ses impôts à hauteur de 66%. Et c'est pour expérimenter vraiment toute cette partie-là de production éco-responsable, aussi bien sur l'événement lui-même, mais aussi sur les projets artistiques comme celui de la projection visuelle, puisqu'on souhaiterait aller plus loin et rendre ce projet autonome en énergie, pourquoi pas avec des panneaux solaires. Donc aussi, on fait un appel aux entreprises pour nous accompagner sur ces démarches-là. Il y en a qui vous accompagnent déjà, la marque Bretagne tout à fait, la marque Bretagne. Et puis donc, pour cet appel au financement participatif, on a jusqu'au 21 juin, c'est ça? Tout à fait. Pour participer. Il reste un mois. Bon, bah voilà quoi, vous savez ce qu'il vous reste à faire à tous. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. Et puis rendez-vous donc est pris le 10 août prochain. Allez, merci Virginie également d'être venue à nos côtés ce matin. On va maintenant évoquer les jolis liens qui nous relient aux animaux. Direction le Centre Bretagne où l'association Allo Cheval pratique déjà la médiation animale. Il ne s'agit pas d'équitation, mais de trouver du bien-être grâce à cette relation privilégiée. Stéphane Izade et Philippe Bauget ont suivi pour nous une intervention auprès de personnes âgées. Un cheval, c'est quand même assez délicat à dresser. Ah bon? À l'habituer, oui. Ah oui. Il faut l'habituer. Et comment vous faisiez alors pour l'habituer? Il faut le caresser, il faut lui faire ceci, il faut lui faire cela. Parfois, il faut lui donner un petit quelque chose à manger. Ou... Ici, on ne monte pas les chevaux, on les touche, on les brosse, on les caresse et surtout, on leur donne des carottes. Cela s'appelle de la médiation par le cheval. En l'occurrence, Armen, Blacky et Charlotte, qui sont du genre plutôt affectueux. Que du bonheur pour les personnes qui les approchent. Aujourd'hui, les pensionnaires d'un EHPAD. Blacky recule. Par le toucher, par l'odeur, par un contact même visuel avec l'animal et aussi partagé entre les résidents. Chose qui ne se passe pas forcément toujours non plus en maison de retraite. Mais là, on peut voir que voilà, les résidents partagent entre eux, discutent aussi avec nous et ça apporte beaucoup de joie de vivre. C'est le but de l'association Allo Cheval. Permettre à des personnes souffrant de troubles psychocomportementaux ou d'addictologie, voire d'isolement, de retrouver un équilibre, une écoute et de renouer un lien social disparu au fil du temps ou de la maladie. Ce contact avec les animaux, on l'a jamais, nous. Alors, c'est bien, c'est beau, c'est attachant. Pour des personnes âgées, on va être sur du plaisir, prendre plaisir, de l'apaisement. Et ces choses-là, c'est vraiment une base de travail. Parce que si vous êtes apaisé et que le plaisir arrive, le langage se dénoue. Et c'est vraiment très intéressant. Et depuis 2012, le centre accueille tout type de public, adultes ou seniors, mais aussi des jeunes en recherche d'un équilibre psychologique ou social.
La médiation animale, nous allons continuer à en parler. Claire Dorn-Corbel et Savannah Debourg nous ont rejoints. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Claire, alors vous êtes psychomotricienne à Pont-l'Abbé et vous êtes intervenante en médiation animale, donc formée à cette discipline-là en particulier. Vous travaillez vous-même avec des chevaux depuis longtemps? Tout à fait, d'ailleurs j'ai commencé le travail en médiation animale par un travail en thérapie avec le cheval, donc je continue de travailler avec les chevaux, oui, j'ai pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Et vous ne lâchez jamais rien d'ailleurs, ça c'est votre ADN. Vous intervenez régulièrement dans une crèche de Plounéo-Lanverne, dans le sud Finistère, accompagné de vos 2 chiens qui sont des bergers des Shetland. C'est une démarche originale. Dites-moi, qu'est-ce que ça apporte au sein d'une crèche? C'est multidimensionnel. On imagine. C'est un peu insolite, effectivement, d'arriver dans une crèche avec des chiens, mais c'est un projet qui a été travaillé avec l'équipe avant. Et effectivement, ça part d'une rencontre sensorielle, d'une rencontre émotionnelle, pour aller vers d'autres lieux qui sont la motricité, le geste ciblé, le travail sur l'impulsivité, la régulation du geste. Donc voilà, on travaille à plein de niveaux différents et en fait, on est toujours surpris parce qu'on travaille du vivant. Du côté des animaux, mais évidemment du côté des enfants. Donc en fait, c'est toujours un moment de surprise, ces séances. Ça veut dire que, très concrètement, si on apprend à l'enfant à caresser sans tirer les poils, c'est quoi, une façon de lui apprendre le respect, tout un tas de choses en fait qui... Alors voilà, effectivement, derrière ça, il y a effectivement tout le respect. En fait, un enfant régule très mal son geste au départ, il attrape les cheveux, il attrape... voilà. Donc on est dans la même démarche avec les animaux. Souvent, ils ont très envie, mais ils peuvent aussi avoir très peur. Et du coup, l'idée, ça va être effectivement de travailler sur le respect de l'autre, différent de soi, et de découvrir qu'effectivement, on a plein de facettes qui sont les mêmes, beaucoup de besoins en commun, mais aussi des différences. Donc, on va travailler sur tous ces aspects-là qui sont faire attention à l'autre, comme on ferait attention aux copains, respecter le chien qui dort, comme on respecte le petit copain qui dort en sieste collective. Voilà, en fait, les projections sont possibles et effectivement, ça permet de travailler plein de dimensions. Alors, au niveau des animaux, est-ce que vous éduquez ces chiens de manière particulière? De quelle façon? Oui, alors je crois que c'est très important, ça à préciser, c'est qu'on a beau avoir un gentil chien de famille, et on peut être psychomotricien, éducateur ou psychologue, je crois qu'il faut vraiment avoir fait un travail du chien et un travail aussi sur soi et dans le lien qu'on va faire entre nos métiers de base et le travail en médiation animale, je tiens à insister là-dessus. Ouais. Après, effectivement, oui, les chiens, il faut qu'ils soient bien dans leurs pattes, dans leurs poils et dans leurs oreilles. Il faut que ce soit des chiens qui soient eux-mêmes bien éduqués par leur propre mère avant. Ouais. Parce que du coup, ils apprennent aussi à réguler leurs mouvements d'humeur, voilà, ils apprennent ce qu'on appelle la morsure inhibée. Et effectivement, ça demande tout un travail en amont du chien pour qu'on puisse effectivement travailler en toute sécurité. Les chiens que vous avez choisis là, pour l'intervention en crèche, des bergers des Shetland, c'est une race qui est compatible avec ce monde de la petite enfance? Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que ce reste des individus au-delà de la race. Hein. Mais c'est vrai que c'est un rapport taille-poids idéal par rapport à des tout petits. C'est moins facile qu'avec des mastifs ou des Saint-Bernard dans une crèche ou... On est d'accord. Ouais. Je travaille aussi avec un berger belge, par exemple, qui est beaucoup plus grand. Mais voilà, du coup, Tervuren, ce qui est presque pareil. Mais c'est vrai que, voilà, avec des enfants plus grands ou des personnes âgées ou des enfants en situation de handicap, là, on est vraiment avec des tout petits. Donc, on a besoin de chiens qui soient effectivement aptes à pouvoir être attentifs. Et c'est des chiens de berger. Donc, des chiens qui sont très réceptifs au travail. Voilà, et facilement éducable. Mais malgré tout, il faut quand même des temps de pause. Hein. J'imagine qu'il faut alterner la contrainte, le jeu. Et oui. Quand je dis qu'il faut qu'ils soient bien dans leurs pattes, ça joue effectivement. Un chien, il a d'autres besoins que juste d'être avec nous, même s'il est très content d'être avec nous. Et donc, ça veut dire qu'il doit être détendu avant, qu'il doit pouvoir vivre des relations avec ses congénères, tout simplement. Je crois que c'est vraiment important de dire ça. Donc, il faut vraiment respecter ses besoins physiologiques et éthologiques pour pouvoir bien travailler avec lui. Et son rythme. C'est pour ça que vous avez 2 chiens, vous alternez en fait, voilà. sur des séquences assez courtes. Hein. Oui, tout à fait. Avec tous les petits ont aussi des séquences assez courtes de temps de vigilance et ça, c'est important aussi à respecter. Mais les chiens, ils ont effectivement besoin de temps de pause parce que justement, pour être attentifs et bien avec nous, il faut qu'il y ait des moments où ils sont en off. Ouais. Alors ça fait plusieurs années déjà que vous pratiquez cette médiation animale en crèche. C'est un programme qui a d'ailleurs été remarqué et récompensé par la Fondation de France. Quels sont les retours que vous avez de la part des équipes soignantes, encadrantes et des parents? Alors là, pour le coup, on est
pas dans le cadre de l'équipe soignante, parce que ce sont des éducateurs qui sont en crèche avec des enfants qui sont en mode de garde, on va dire. Mais c'est vrai que pour la crèche, c'est une richesse, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se rejouent à l'intérieur de la crèche. La directrice disait qu'un jour, elle donnait un biberon à un enfant, et un enfant est arrivé pour la solliciter, et de lui-même, il s'est arrêté en disant « Ah non, quand on mange, il ne faut pas être dérangé ». Vous voyez, donc il y a des projections possibles dans d'autres moments de la vie de la crèche, et il y a un retour qui est fait chaque fois par les professionnels de la crèche aux parents, à chaque séance. Et c'est vrai que ça permet de voir que des enfants qui pouvaient être dans la crainte ou au contraire dans l'impulsivité, qui tirent les poils du chat à la maison ou qui se précipitent dans le panier du chien, ont petit à petit effectivement conscience aussi de ce qu'il faut faire pour être bienveillant et en adéquation. Et il y a en arrière-pensée aussi la prévention de la morsure, puisqu'on voit régulièrement dans les médias des enfants qui se font mordre, et souvent c'est pas forcément la faute du chien, c'est la faute de mauvaises habitudes qui ont été mises en place dans les familles. Alors j'évoquais les équipes soignantes tout à l'heure parce que vous intervenez également en institut médico-éducatif, c'est le cas à Quimper. Est-ce que vous avez une approche différente justement avec les chiens dans ce cadre-là? Alors c'est vrai que les enfants sont plus grands, donc ils ont parfois ils ont souvent des capacités différentes, effectivement en termes de mobilité, voilà. Mais souvent on a des problèmes de mémorisation, d'impulsivité, de régulation du geste, voilà. Et effectivement à Quimper, à l'IME La Clarté, le chien fait partie, il est toujours auprès de moi. Il n'est jamais imposé, mais il peut être proposé. C'est à la demande de l'enfant, et il va intervenir dans des parcours moteurs, dans un travail de mémorisation, un travail sur sa place, un travail sur des émotions difficiles à réguler. Et quand le chien est là, souvent, ça change beaucoup la donne. Et d'ailleurs, est-ce que vous préconisez, par exemple, dans un milieu de travail qui est assez stressant, sympathique, mais assez stressant, tel que le milieu de la télé, par exemple, est-ce que vous diriez, par exemple, qu'un petit chien sur le plateau, ça apporterait beaucoup? Je pense que ça pourrait être sympathique. Vous voyez, je pense. Elle milite depuis des semaines et des mois pour ça, donc un jour, ça va marcher. Donc un jour, voilà, donc c'est pour le travail, pour être mieux au travail, c'est bien d'avoir un petit chien aussi sur le plateau. Je confirme. On est d'accord. C'est un professionnel qui le dit, Laurence. Puis on demandera à Claire de le former. Oui, il n'y a pas de souci, j'assumerai. D'ailleurs, Claire, vous êtes en train de former un nouveau chien. Tout à fait, parce qu'effectivement, quand on parle de respect de l'animal, on parle aussi de respect de sa ligne de vie. Et on parle à la crèche d'un chien qui est vieillissant, voilà, et qui va partir en retraite. Et donc, du coup, le choix d'un nouveau chien, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut que ça se travaille avec un éleveur. Donc, j'ai pris contact avec une éleveuse. Les petits chiens sont nés depuis une semaine. Et donc, ce sera la même race, du coup, des bergers, des chefs. Voilà. Donc, du coup, en fait, je vais aller voir dans un mois les chiots. Et puis, on va commencer à travailler avec l'éleveuse pour savoir quel chiot serait le plus apte, éventuellement, à travailler avec moi. Le de la crèche à l'EHPAD. Et du coup, le vieux chien va aller en transition, parce que c'est important, un chien, de ne pas l'arrêter brutalement. Voilà, en plus, elle a vraiment du plaisir en crèche à travailler. Mais effectivement, il faut que ça se fasse dans le respect de l'animal. C'est difficile aussi pour nous quand il faut se dire que ça va s'arrêter avec un chien qui a vécu plein de choses. Mais... Voilà, c'est aussi ça le respect. Effectivement. Vous nous en gardez un petit chien peut-être? Écoutez, à voir. Je connais une qui l'a réservé. On en parle après. On en parle après. Merci beaucoup Claire. Avant d'évoquer avec vous, Savannah, la question de la prévention de la délinquance juvénile, je vous propose de partir découvrir les coulisses du Parlement de Bretagne sous l'angle juridique avec un zoom sur le métier de greffier. Une rencontre signée Sandrine Ruot et Catherine Basile. La Cour d'appel, c'est une juridiction chargée de réexaminer des litiges qui ont déjà été jugés. Des litiges de toutes sortes, dans des audiences privées ou publiques. Chaque jour, des centaines de personnes arpentent ces couloirs. Parmi eux, Anne Chétiveau. Mais ne vous y trompez pas, sa robe noire n'est pas celle d'un avocat. Elle exerce le métier de greffier. Un greffier est nécessaire à l'audience puisque c'est lui qui va prendre en note les incidents qui pourraient se dérouler, qui va prendre en note le déroulement des débats. Si un avocat fait une demande particulière ou fait un incident, le greffier doit le noter. C'est nécessaire. Au quotidien, son travail, c'est donc d'assister les magistrats. Elle s'assure que chaque dossier présenté à la Cour est complet et conforme. On ne sait pas s'il est sous contrôle judiciaire. Emma, mandat d'arrêt. C'est un travail qui est juridique, c'est-à-dire que régulièrement, il est là, il est ouvert, et je dois vérifier que le dossier est bien en forme, que j'ai rien oublié. Il faut comprendre ce qu'est un mandat d'arrêt, un mandat de dépôt, les règles de procédure, les règles d'application des peines. C'est plus que du secrétariat. Passionnée par son métier, Anne le trouve cependant un peu trop méconnu.
Ce matin-là, pour la première fois, elle a accepté de l'expliquer à des élèves de 4e. Le greffier, alors ça c'est très pompeux, j'aime bien. Le greffier est le garant de l'authenticité des actes. La signature du greffier fait l'acte. Il n'y a pas de décision de justice sans greffier. Je pensais que c'était que de taper ce qui se passait. J'ai découvert qu'ils faisaient d'autres choses et que c'était beaucoup plus intéressant qu'on puisse le penser. On a envie de les inviter à dire, mais voilà, venez parce que c'est les métiers du droit, c'est des métiers fabuleux. C'est des métiers passionnants. Pas faciles, mais passionnants. Ça, c'est une robe d'audience. Elles sont faites sur mesure. Greffier et fier de l'être, une seule école en France forme à ce métier, l'École nationale des greffes à Dijon. Voilà, retour sur ce plateau avec Savannah Debourg. Bonjour Savannah. Bonjour. Vous êtes étudiante en Master 2 en psychocriminologie à l'Université Rennes 2 et co-organisatrice de ces journées d'études de psychocriminologie et victimologie. Il faut prendre son élan avant de le dire. Ça se tiendra jeudi et vendredi à l'Université de Rennes, de Rennes 2 d'ailleurs. Alors ça fait 19 ans que l'association étudiante de psychologie et criminologie et victimologie, dites donc, organise ces journées d'études. Quel est le thème retenu cette année ? Ça y est, je peux respirer. Un coup d'eau et ça va aller. Donc effectivement, cette année, on travaille la question de la famille, la place de la famille dans la prévention de la délinquance juvénile. Voilà, c'est un thème qu'on a souhaité mettre à l'honneur cette année particulièrement parce que la marraine de nos journées d'études est Madame Catherine Blatier, qui est professeure des universités à l'Université de Grenoble et qui a beaucoup publié et travaillé sur ce sujet-là. Et puis parce que c'est un thème hautement d'actualité, on en parle beaucoup, de la prévention de la délinquance. Alors est-ce que ça veut dire que pendant 2 jours, on va se pencher vraiment de manière hyper concrète sur la place de la famille dans la prévention de cette délinquance ? C'est un thème qui concerne quand même beaucoup de familles. Est-ce que c'est pour ça que vous ouvrez aussi ces rencontres au grand public ? Alors oui, tout à fait. C'est non seulement un lieu de rencontre et d'échange pour les professionnels, mais aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent ou qui se sentent concernées par la question de près ou de loin. Donc on essaye de faire en sorte que ces journées soient dynamiques, où sont prévues aussi donc des temps de questions-réponses, que le public puisse participer à toute cette démarche-là de réflexion. Donc c'est 2 jours, donc la première journée, le thème ce sera quoi exactement ? Le premier jour, on va plutôt s'intéresser à la question des facteurs de risque d'entrer dans la délinquance. Donc, pour en fait mettre en place des actions de prévention claires, on a besoin aussi de comprendre. Et pour comprendre, il faut qu'on s'intéresse au parcours des jeunes qui rentrent dans la délinquance ou qui sont déjà rentrés dans la délinquance. Donc, situer la prévention sur différents niveaux. Pour ensuite effectivement voir si les dispositifs en place sont efficaces ou si on peut encore travailler avec des nouveaux outils. On parlait de médiation animale tout à l'heure. C'est clairement quelque chose qui amène à réfléchir et qui mérite d'être réfléchi. Ouais, vous parlerez également de prévention par le théâtre avec une intervenante venue de Belgique, c'est ça ? Tout à fait. Donc vraiment on croise les approches, on croise les bonnes pratiques ou en tout cas les choses qui marchent. L'importance pour vous d'avoir des chercheurs et des personnes de terrain mêlés justement sur ces rencontres, ça c'est essentiel en fait dans ces journées d'études. Oui, tout à fait. Le dialogue entre justement chercheurs et professionnels est nécessaire parce que il y a ce temps justement de recherche qui est pas toujours évident à mettre en place lorsqu'on est professionnel de terrain. Et les professionnels de terrain, eux, peuvent également apporter leur éclairage de façon très appliquée, de façon très concrète, avec les contraintes, par exemple, qu'ils peuvent rencontrer dans la mise en place de certaines actions. Et ces contraintes sont totalement à prendre en compte quand on réfléchit sur comment prévenir la délinquance. On essaye de conjuguer ce qu'on essaie d'obtenir et puis les contraintes qui s'imposent à nous en tant que professionnels. Alors sur la deuxième journée du vendredi, vous vous pencherez sur la façon qu'ont les professionnels de pouvoir intégrer les familles à la prise en charge de ces jeunes. Ça, c'est un thème sensible, pas simple. Effectivement, c'est un thème qui est sensible parce que le mineur, forcément, avant tout, c'est un enfant, un adolescent qui fait donc partie d'une famille ou qui a de la famille en tout cas. Et donc, c'est assez indispensable en fait de réfléchir à ça dans le sens où
la délinquance peut aussi être un peu lue comme un symptôme d'un certain dysfonctionnement ou de problèmes rencontrés dans la vie quotidienne, alors que ce soit au niveau familial ou extra-familial, ça peut être dans le milieu scolaire, ça peut être l'isolement social. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les familles, parce que un enfant est avant tout l'enfant de ses parents. Effectivement. Alors, il est conseillé de s'inscrire à ces journées, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de monde. Donc, le site internet s'affiche sur notre écran. Est-ce qu'on pourra retrouver ces conférences ensuite sur Internet ? Alors, effectivement, cette année, pour la première fois, on a décidé de proposer aux conférenciers d'enregistrer leurs interventions. Donc, on va effectivement mettre ça en place pour les personnes qui ont voulu aussi participer à cette démarche-là dans une chaîne YouTube, probablement, qui sera aussi disponible sur le site internet de l'association. Et ben voilà, c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Des tables rondes, des conférences, ce sera donc jeudi et vendredi à l'Université de Rennes 2 pour ces journées d'études de psychocriminologie et victimologie. Merci beaucoup, Savannah. Vous saviez que des journées d'études de ce type avaient lieu à Rennes 2, Catherine ? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est bien que ce soit ouvert au grand public. Oui, c'est intéressant. J'espère que les gens qui se posent des questions vont. C'est ça. Alors, c'est qui ? C'est des parents peut-être inquiets ? C'est des gens qui viennent en prévention, même si ça se passe bien ? Qui peut venir, à votre avis, dans quel profil ? Il n'y a pas de profil. En soi, tout le monde peut venir. Après, c'est vrai que c'est assez sensible parce que je pense que dans la démarche de venir assister à ce genre de conférence, il ne faut pas attendre non plus des réponses très concrètes sur un cas qu'on vit particulièrement dans sa vie privée, par exemple. Donc, je pense que l'intérêt est le facteur principal qui motive à venir à nos journées, mais pas forcément l'expérience personnelle. S'il finit pas ses haricots, par exemple, on ne va pas venir... non, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. C'est pas tout de suite un facteur de risque. Par contre, j'en profite pour vous demander, en tant que professionnel, par exemple, un facteur de risque de la délinquance, ce serait peut-être, par exemple, d'être privé de présence canine sur son lieu de travail, ou est-ce que ça pourrait être un facteur de risque je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ok, mais on s'en reparle et tout. Voilà. On a compris le message, Catherine. Donc en tout cas, on est bien. Nous, on va pouvoir finir les échantillons d'Olivier. Même pas, mais n'y comptez pas. Et bientôt, on aura un petit chien sur le plateau, donc c'est chouette. Tout va bien. Merci à tous d'avoir été avec nous. En vue d'une prochaine émission, nous recherchons vos témoignages sur la dyslexie. Si vous avez apprivoisé votre dyslexie, eh bien venez nous en parler. Pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Sinon, vous nous écrivez un petit mail à l'adresse ecm.bretagne@francetv.fr. Et puis sinon, vous nous appelez. Il n'y a pas de souci, on vous répondra. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain mardi à 10h50. On s'intéressera à l'ostéoporose. Et nous recevrons aussi l'humoriste, acteur et auteur Bruno Salomon pour la publication de son premier roman, Les Misophones. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, il faudra venir sur notre émission demain matin. Allez, très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.